Merci Marie. Dernière présentation de la journée. Dans 17 minutes, c'est fini, je vous promets. Merci de votre patience, c'était une longue journée. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit projet, un sous-projet en fait. Ça ne fait pas partie de mon doctorat, c'était juste quelque chose qui m'intéressait. Alors, je dis pourquoi pas partager ça avec vous, vous n'avez rien d'autre à faire aujourd'hui, dans ce beau jour. Alors, je vais vous parler de l'impact de la non-unicité des paramètres sur l'évaluation future de la qualité de l'eau dans un bassin versant très agricole. Qui se déverse dans la baie Missisquoi. Alors, je vais vous parler un peu de la contexte et de l'objectif. Ensuite, je vais vous parler un peu de la méthodologie, excusez-moi, oui, de la méthodologie, mais surtout du modèle hydrologique SWOT qui a été appliqué, et ensuite la méthode de calibration SUFI. Et ensuite, je vais vous parler des résultats que j'ai obtenus avec des paramètres, donc le meilleur jeu de paramètres et avec la non-unicité des paramètres. Ensuite, pour conclure, 3 petits points de conclusion. Donc, le contexte, c'est quoi la non-unicité? On a entendu ce mot aujourd'hui plusieurs fois. Bien, en fait, plusieurs chercheurs, notamment Keith Bevan, il a souligné qu'il existe plusieurs combinaisons de paramètres comme solution au calage d'un modèle hydrologique. Donc, c'est rien de nouveau. Ça existe depuis des décennies. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour la qualité de l'eau, je n'ai pas trouvé aucune étude qui a montré ces résultats-là. Alors, je vais vous les montrer dans un contexte des changements climatiques. Donc, il existe plusieurs ensembles de paramètres appropriés et il faut souligner que ce sont des paramètres réalistes. Donc, il existe dans un espace d'échantillonnage réaliste excusez-moi, et ils peuvent être associés avec la même fonction objectif. Donc, ici, il y a un exemple de Abaspour qui donne 2 jeux de paramètres qui donnent le même résultat. Le bleu, c'est les observés. Je pense que c'est pour les débits. Alors, l'objectif, en fait, de cette étude, c'était de quantifier l'incertitude qu'amène la non-unicité dans un modèle hydrologique afin de déterminer la gamme d'incertitudes quand on regarde les impacts du changement climatique sur la qualité de l'eau. Donc, le modèle hydrologique, c'est SWOT. C'est très connu dans le milieu agricole, dans le milieu de déterminer la qualité de l'eau pour les apports en nutriments, donc pour la pollution diffuse dans les bassins versants agricoles. C'est un modèle physique, semi-distribué, dynamique, open source, développé par le USDA. Il est très complexe. Il a plus que 100 paramètres qui puissent être calibrés. Il faut souligner que c'est un peu compliqué de travailler avec ça, mais bon, une fois qu'il est maîtrisé, qu'on a maîtrisé toute l'affaire, ça donne des bons résultats. Nous, on s'est penché sur les variables du débit de l'azote et de phosphore total. La procédure de calage pour ce modèle a été SUFI, c'est Sequential Uncertainty Fitting Algorithm, qui a été développé par Abaspour. Et en fait, c'est semi-automatique. Il est très semblable à Glue, sauf qu'il a besoin de moins de stimulation pour trouver une solution aux fonctions objectives. Ce qui est intéressant aussi avec SUFI, c'est qu'il utilise le calage sur les jeux de paramètres. Donc, la cohésion entre les paramètres est gardée. Et puis, c'était très important pour nous. Donc, il fournit en fait 2 solutions. Il fournit un ensemble de solutions, des paramètres, qui est la meilleure jeu de paramètres. Et puis, on voit ici dans le petit diagramme en bas, c'est la ligne rouge. Mais il fournit aussi une gamme de paramètres ou un ensemble de paramètres avec des gammes réalistes qui ont atteint la fonction objectif qui était précisée avec l'incertitude de prédiction de 95%. Et puis, c'est ça qui nous a intéressés, c'est de regarder ces 2 choses-là. On a fait une étude de sensibilité pour le modèle SWOT pour garder les paramètres les plus sensibles pour déterminer la qualité de l'eau dans le modèle. Ça fait qu'on est resté avec à peu près une quarantaine de paramètres pour le calage de SWOT. On a aussi calé le modèle sur plusieurs stations, donc 2 stations, et les 3 variables que j'ai mentionnées, le débit, l'azote et le phosphore total, simultanés. Donc, ça faisait beaucoup de critères pour atteindre notre fonction objective que je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'on a fait avec tout ça? Bien, pour déterminer donc les incertitudes de prédiction future, on a utilisé les gammes de paramètres, donc la non-unicité des paramètres,
avec les simulations climatiques pour regarder toute la gamme d'incertitudes en termes de qualité de l'eau de futur. Bon, brièvement, le site qui a été examiné, c'est la rivière au Brochet qui se déverse dans la baie Missisquoi. C'est un bassin versant d'à peu près 630 km². Il est situé dans le sud du Québec. Il partage un 5e de son superficie avec le Vermont et il se déverse dans la baie Missisquoi. Un tiers de ce bassin versant est très agricole, comme on voit ici. Le rouge, c'est le maïs et le vert, c'est le forêt. Donc, il y a toujours des problèmes à l'exutoire avec le phosphore total. La quantité de phosphore total est excédée chaque mois et c'est un gros problème puisqu'il y a des floraisons de cyanobactéries presque à chaque année. Donc, quand on a fait le setup avec SWAT, on s'est penché sur un petit sous-bassin de la rivière au Brochet qui s'appelle Wallbridge. Et il y a deux raisons. C'est parce que, un, il y avait des très bonnes données de qualité de l'eau pour 2 stations dans ce sous-bassin. Et aussi, le bassin est à peu près à 100% agricole. Donc, pour regarder la variabilité en termes de transport de nutriments, c'était vraiment le petit sous-bassin idéal. Il a une superficie d'à peu près 35 km². Donc, quand on a comparé les simulations futures, il a fallu les comparer avec un scénario de référence, et le voilà. Donc, on a utilisé les climats des stations observées de 3 stations météorologiques qui étaient situées juste en dehors du bassin versant. Et les données provenaient de Environnement Canada de 1971 jusqu'à 2000. On a utilisé une carte de terres agricoles qui provenait d'une image satellite Landsat de l'année 1999 et on a assumé que cette carte reste statique pour toutes les simulations futures, même avec les simulations climatiques. Un autre volet de mon projet, c'est de regarder comment ces terres agricoles changeront dans le futur, mais ça, c'est une autre présentation. Bon, alors, pour les scénarios climatiques, on a travaillé avec Ouranos pour en trouver 3. C'est pas beaucoup, on est consciente, mais avec le contraint de ressources qu'on avait dans le projet, on a choisi ces 3-là avec Ouranos. Ils proviennent tous du modèle régional canadien du climat, mais des versions différentes et aussi ils sont pilotés par différents modèles globaux. Ils ont tous été corrigés par la méthodologie Daily Translation par M. Pelosoka et Chiao, 2009. Et le temps, c'est pas écrit ici, mais c'était 2041 jusqu'à 2070 dans le futur. Pourquoi on a juste choisi ces 3? C'est parce qu'on a fait une étude de sensibilité avec les paramètres climatiques en SWOT et on a déterminé 8 paramètres climatiques dont SWOT était très sensible. Par exemple, le changement en température minimum et maximum en printemps et en hiver et aussi le changement de précipitation annuelle et d'autres paramètres que je n'ai pas vraiment le temps de vous parler aujourd'hui. Donc, avec ces 3 simulations climatiques, ils ont couvert à peu près 50% de la variabilité totale des 16 modèles régionaux climatiques qui étaient disponibles à Ouranos pour cette période future. Donc, on a été capable de couvrir beaucoup de variabilité, même avec ces 3 simulations. Alors, les résultats du calage de notre modèle SWOT avec SUFI donnaient des résultats que vous voyez ici, les Nash-Sutcliffe pour chaque station, pour le débit, phosphore total et l'azote sont donnés. Et le R squared, sont donnés là. Et les autres facteurs, c'est juste les facteurs, j'ai pas le temps vraiment de vous parler de ça, mais c'est des facteurs de qualité de l'analyse de calage. On a pris une fonction objectif de Nash-Sutcliffe qui était plus grand que 0,3. On est conscient que c'est pas vraiment un critère très élevé, mais c'était le seul critère qui passait avec toutes les multivariables et multistations. Il faut remarquer aussi que le R squared était toujours plus haut que 0,6. Bon, alors, je vais passer aux résultats maintenant. Donc, si on regarde ce graphique-là, ça montre
la méthodologie classique, si vous voulez. Donc, les 3 simulations climatiques en rouge sont ici. Ils ont été appliqués avec le modèle SWOT pour regarder le débit moyen dans la période future, donc 2041 jusqu'à 2070. En bleu, c'est la période de référence dont je vous ai parlé. Les lignes en pointillés que vous voyez en haut en rouge, c'est l'incertitude à 95% pour chaque mois. Donc, ça, c'est, comme j'ai dit, la méthodologie qui est appliquée pour la plupart du temps. Si on regarde avec la non-unicité des paramètres, on voit ici en gris les 4 jeux de paramètres, il y avait 4 jeux de paramètres, qui ont satisfait la fonction de l'objectif. On voit ici qu'il y a plus de variations, surtout l'hiver et l'automne. Et en gris, la ligne pointillée en gris, en haut et en bas, ça représente pour la non-unicité, l'incertitude à 95%. Bon, ça c'est pour le débit. Comme j'ai mentionné, il y a de la variation l'hiver et l'automne. Si on regarde ça par saison en forme de box plot, il y a peut-être plus d'informations qu'on peut tirer. Donc c'est la même information, mais juste en forme de box plot, avec les 3 simulations climatiques par saison. Pour le débit, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de variations entre les médians, mais avec la non-unicité des paramètres, donc les 4 jeux de paramètres fois 3, chaque simulation climatique, on voit ici que, comme on voyait tantôt, en hiver et en automne, on voit le plus de variations, surtout au niveau des médianes et aussi de la 95e percentile. Mais ça, c'est pour le débit. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les nutriments, l'apport en nutriments, donc la concentration d'azote. Ça, c'est la méthodologie classique, et ça, c'est avec le jeu de paramètres non-unicité. On voit qu'il y a 2 jeux de paramètres, en fait, qui donnent des résultats beaucoup plus bas que si on utilisait juste la meilleure jeu de paramètres. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup plus de variations avec l'azote. Et ça, c'est dû à l'incertitude de la paramétrisation, mais aussi aux données qu'on a utilisées pour comparer les observations. Mais il faut aussi souligner que la concentration d'azote dans la rivière, c'est pas vraiment problématique, puisque le critère, c'est à 15 milligrammes par litre, et ici, ça, c'est 10. Donc, on est toujours très inférieur à ce critère pour la qualité de l'eau. Donc, c'est pas vraiment souciant. Mais si on regarde le phosphore total, c'est un autre bilan qu'on voit. En fait, ici, avec le phosphore total, il y a des jeux de paramètres qui, en fait, surtout l'hiver, augmentent la concentration de phosphore que si on regardait juste la meilleure jeu de paramètres. Le critère pour la concentration de phosphore total, c'est ici la ligne en rouge, et on voit qu'il est toujours dépassé chaque saison. Alors, c'est sûr que pendant cette saison-là, puisque c'est des concentrations, c'est très lié au débit. Donc, s'il y a des incertitudes dans le débit, il y a aussi des incertitudes dans la concentration des nitrates et phosphore. Une autre façon de regarder la problématique, c'est de regarder le changement de débit et aussi d'azote et de phosphore dans le futur. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est le changement en termes de débit. J'ai pris le moyen maximum et le moyen minimum pour chaque mois. Et j'ai fait une petite graphique pour vous montrer que pour le futur, on voit qu'il y a des changements, mais le maximum et minimum moyen ne changent pas beaucoup. Pour la méthodologie classique, si on regarde les paramètres, la non-unicité des paramètres, on voit la ligne pointillée gris, qu'il y a beaucoup plus de variations si on inclut la non-unicité. En fait, la variabilité augmente avec la non-unicité de 10% en juin, ce qui est minimum, jusqu'à 400% en décembre. Ça, c'est les périodes qui sont les plus incertaines, si vous voulez. Si on regarde l'azote et le phosphore total, c'est le même bilan, mais c'est beaucoup plus grave. Donc, grave dans le sens qu'il y a beaucoup plus de changements, beaucoup plus de variations en termes de moyens chaque mois, le minimum, maximum, pour les deux variables. Et en fait,
Ça, c'est très normal parce qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes en termes de modéliser les nutriments que le débit. Mais n'empêche que ça ajoute beaucoup plus d'informations que si on regardait juste le meilleur jeu de paramètres pour l'azote et le phosphore total. Donc ici, on voit que la variabilité peut augmenter d'à peu près 2600% pour l'azote et de 600% pour le phosphore total. Donc le dernier point, c'est surtout important, je pense, si on regarde les extrêmes et les seuils de dépassement. Par exemple, pour le phosphore total, comme je vous ai mentionné, il y a un critère de limite. Et en rouge, c'est le meilleur jeu de paramètres, et en brun-gris, c'est la non-unicité. On voit ici qu'en février, si on inclut la non-unicité, on peut tirer beaucoup plus d'informations. Il y a des événements qui dépassent de beaucoup plus le seuil, même qu'il est dépassé par beaucoup, mais on peut s'attendre à avoir beaucoup plus d'extrêmes. Ça, c'est le 95e percentile. Donc, c'est pour ça que utiliser la non-unicité peut apporter beaucoup plus d'informations. Alors, en conclusion, je réponds à 3 questions. Est-ce que la non-unicité des paramètres ajoute de la variabilité aux simulations? Oui. Comme on a vu, l'ordre de grandeur de cette incertitude de 95% varie beaucoup. Il varie moins pour le débit, mais pour l'azote et le phosphore total, c'est très important de l'inclure. La deuxième question, combien d'incertitudes peut-on allouer à la non-unicité des paramètres? Mais c'est difficile à dire parce que ça va dépendre du bassin versant et du calibration de la modèle. Mais si on compare les moyens en termes de changement futur et référence, on voit qu'utiliser la non-unicité ajoute beaucoup plus d'incertitudes aux simulations. Et finalement, est-ce que utiliser la non-unicité des paramètres amène une valeur ajoutée? Je dirais oui, surtout dans le cas des seuils de dépassement. Merci.